Bienvenue sur ce plateau. Nous parlons aujourd'hui du dossier Hissène Habré qui a été jugé et condamné à vie à Dakar au Sénégal. Mais nous allons faire une première émission sur les questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader cette querelle qui a duré pendant un bon bout de temps entre la Belgique et le Sénégal. La Belgique qui estime qu'elle a une juridiction qui a une étendue sur le monde entier de juger tous ceux qui commettent des infractions à tout bout du monde, et le Sénégal qui estime qu'elle n'a pas l'obligation de juger Hissène Habré sur son sol. Et pour en parler, nous avons fait venir sur ce plateau à ma droite Maître Bernard Kéhou. Maître Bernard Kéhou est avocat au barreau du Cameroun. Et à gauche, à l'extrême, Maître Emmanuel Yinda, qui est également avocat au barreau du Cameroun, par ailleurs président d'une association, d'une ONG sur des problèmes de justice. Et à ses côtés, son confrère René, qu'on ne présente plus, Maître Jean-Marie Nomo Béala. J'en profite pour vous saluer une fois de plus et pour vous souhaiter la bienvenue sur ce plateau. Bon, nous allons commencer par quelques petites questions d'actualité, puisque c'est les grandes affaires judiciaires. On est tenu les évoquer, même si on n'entre pas dans les fonds de dossier. Et je prends le cas de la prison à vie qui a été confirmée contre Yves-Michel Fotso à la Cour suprême. Je pose la question à Medinda Yena. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous suivez tous ces dossiers? Yves-Michel Fotso, ça fait près de 10 ans. En fait, c'est depuis 2008 qu'il a été interpellé. 2009 qu'il a été interpellé. Merci Martin. Bonjour à tous les téléspectateurs de HTV. Merci de m'avoir invité ici ce matin pour cette émission. Relativement à la question de la condamnation d'Yves-Michel Fotso à la Cour suprême, récemment, je n'ai pas un point de vue particulier par rapport à cette condamnation. La justice a commencé en instance et la Cour suprême a estimé que les premiers juges, même les juges d'appel, ont fait le travail et la Cour suprême a condamné. Bon, je ne peux pas à ce jour donner mon point de vue par rapport à cette condamnation. Je vais seulement savoir si cette condamnation à vie de Yves-Michel Fotso pourra peut-être aider le Cameroun, que les autres dirigeants des fonds publics essayent d'éviter de détourner les fonds publics. Si tel est le cas, cette condamnation donnera une leçon aux autres Camerounais qui ont en charge de diriger notre pays et qui gèrent les fonds publics. Donc je n'ai pas un point de vue ou bien un avis à donner par rapport à la condamnation. Le juge a fait le travail et c'est fini. Je pense que c'est le dernier recours à la Cour suprême. La Cour suprême confirme en matière pénale, il n'y a plus rien. Il va seulement supporter le temps que ça mettra. Peut-être un jour, la grâce présidentielle pourra l'aider pour sortir de prison. Oui, Maître Bernard Kéhou, vous êtes avocat. On vous a vu dans beaucoup de procès, de grands procès. Notamment, vous étiez l'avocat dans le cadre du dossier Titus Edouard et Thierry Atangana. Vous défendiez Thierry Atangana. Mais la question que je m'avais posée ne concerne pas Thierry Atangana, qui demande à l'État du Cameroun de lui payer des milliards de francs pour arrestation arbitraire. Mais la question que je m'avais posée concerne
le tribunal criminel spécial qui vient de condamner pour une 3e fois Essimi Meigné à vie. Alors ça vous dit quelque chose? Essimi Meigné, il était, dès son éviction du gouvernement, il a été notifié par le TCS de son inculpation et malade, et il est sorti, pensait qu'il y a eu des complicités et maintenant il est condamné à vie. Oui, déjà bonjour Martin, bonjour à tous vos téléspectateurs, bonjour chers confrères. Alors, s'agissant de la condamnation de monsieur Meigné à vie, mon sentiment personnel c'est que peut-être que la loi a été appliquée, mais c'est le procès de la loi. L'article 184 du Code pénal sur le détournement de deniers publics. Cette loi qui a été, le Code pénal a été modifié récemment. On se serait attendu logiquement à ce que l'article 184 soit modifié. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Car cet article dit que lorsque le montant détourné est supérieur à 500 000, la personne, la condamnation ne saurait être inférieure à 10 ans d'emprisonnement. Au-delà, on peut prendre l'emprisonnement à vie pour moins d'1 million. Donc je trouve que c'est cette loi qui est sévère. Alors, les juges ont-ils fait le travail en appliquant la loi à la lettre? Je n'étais pas dans le dossier, mais toujours est-il que cet ancien ministre a eu le tort de ne pas être là. Il a préféré prendre la poudre d'escampette. Les absents ont toujours tort, mais je pense qu'il ne faudrait pas limiter le débat au niveau d'un seul condamné. C'est le procès de l'ensemble du système judiciaire et surtout de ce code, de cette fameuse loi, je veux dire, cet article. Le tribunal criminel spécial ou bien l'article 184? L'article 184 et même le tribunal criminel spécial, voyez-vous, parce que nous l'avons toujours dit, les droits de la défense ne sont pas respectés devant cette juridiction. Parce que après la décision rendue par cette juridiction, il faut se prouver en cassation. Devant la chambre spécialisée de la Cour suprême, les débats sont censés reprendre. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Vous comprenez donc que les droits de la défense sont quelque peu bafoués. Les droits de la défense sont quelque peu bafoués. Maintenant, là, je reviens dans le dossier Yves-Michel Fotso, qui, dans son mémoire à la Cour suprême, estime que sa condamnation est un acharnement. Acharnement parce qu'il se trouve là, parce qu'il a refusé d'exécuter une instruction qui venait de la présidente de la République et notamment de l'ancien secrétaire général de la présidence, Atan Nambibara, en 2002. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ces jérémiades? Moi, en tant qu'avocat conseil de l'État, je ne partage pas du tout cet avis parce que ce que M. Fotso appellerait aujourd'hui acharnement, qu'il explique par le fait de n'avoir pas exécuté les instructions du secrétaire général de la présidence. Encore faut-il qu'on nous dise quelles instructions lui avaient été adressées et qu'il n'aurait pas exécuté. Bon, moi je me dis, M. Fotso a fait l'objet de multiples poursuites pour détournement de deniers publics. Il y a eu un premier procès qui a connu une décision rendue par le tribunal de grande instance d'Umfundi avant la mise sur pied du tribunal criminel spécial. Ce dossier a fait l'objet d'un pourvoi et le pourvoi a été transféré à la section spécialisée de la Cour suprême
qui juge en dernier ressort les arrêts rendus, qui connaît en dernier ressort des arrêts rendus par le tribunal criminel spécial. Il y a eu une autre procédure retentissante concernant M. Focho, s'agissant d'un détournement des deniers publics au préjudice de l'autorité aéronautique du Cameroun. Et dans cette procédure, dans ce procès, il avait pour accuser M. Roger Ntongongene, qui était DG de cette institution à l'époque. S'agissant de cette procédure, M. Focho a procédé à la restitution du corps du délit tel que prévu par l'article 18 de la loi de 2011 tel que modifié par celle de 2012 portant création et organisation du tribunal criminel spécial. Il y a donc eu un autre procès très retentissant. Mais ce corps de délit n'était-il pas intervenu après sa condamnation? Non. La restitution de ce corps de délit. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, au vu de cette restitution, a autorisé l'arrêt des poursuites et le parquet général du tribunal criminel spécial a arrêté les poursuites et le tribunal a pris acte parce que cet arrêt des poursuites est intervenu dans la phase de jugement. Monsieur Focho a bénéficié de cet arrêt des poursuites. Il y a eu une troisième procédure concernant la gestion même de la Camer, devenue aujourd'hui Camerco. Et s'agissant de cette procédure, on reprochait à M. Focho Yves Michel un détournement d'une cinquantaine de milliards de francs. Dire aujourd'hui que c'est un acharnement, les procès sont publics, nous avons tous assisté à ces procès et les droits de la défense ont été exercés par chacune des parties. Et moi, j'estime que la justice a fait son travail et n'a fait que son travail. Oui, maître. Après, maître Inda, et on clôt sur cette question d'actualité. Oui, je comprends la position de mon confrère Nomo qui défend les intérêts de l'État. Je le sais très franc, mais en toute honnêteté, je ne sais pas s'il faut parler d'acharnement. Je partage son point de vue à ce niveau-là. Parce que M. Focho n'est pas le seul à être condamné ou alors à plusieurs procédures. Mais il y a lieu tout de même de se demander si, après avoir restitué tout au moins le corps du délit, est-ce que c'est vrai qu'il y a le principe de l'opportunité des poursuites. On aurait pu, comme l'a si bien dit mon confrère, tenir compte quand même de sa bonne foi et se réserver de le poursuivre. D'autant plus qu'après M. Focho, d'autres dirigeants de Cameco sont allés en prison. Donc, je crois que le problème ne venait pas tellement de M. Focho. Encore, je me dis, je n'étais pas constitué dans cette affaire, donc je n'ai pas le droit d'y entrer un peu plus en profondeur comme mon confrère qui défendait les intérêts de l'État. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui Cameco qui est presque à la cycle de la mort, je me dis que cette société, c'est elle qui fait problème. Donc, les dirigeants, on ne cesse de changer de dirigeants. Pourtant, je doute que cette société ait le moindre aéronef à ce jour. Ce n'est pas du fait de M. Focho, pourtant. Maître Inda, oui, Martin, revenons sur la violation des droits de la défense. Devant le tribunal criminel spécial, les conseils qui y vont, j'y vais rarement, les conseils qui vont plaider au tribunal criminel spécial, les magistrats ne permettent pas aux avocats de s'exprimer valablement. Il y a violation de l'ordre de la défense devant ce tribunal, même dans les autres tribunaux. On ne permet pas à l'avocat de défendre bien son client, de présenter bien ses preuves pour une bonne administration de la justice. De deux, Martin, lorsqu'on confirme l'arrêt, un tribunal devait rendre les jugements. Mais on a fait un tribunal criminel spécial pour rendre les arrêts, et que ces arrêts doivent être réformés qu'à la Cour suprême ou infirmés, ou confirmés. Maintenant, devant la Cour suprême, le débat ne s'ouvre pas valablement comme en instance. Or,
au regard du nouveau code procédure pénale, on devait recommencer le débat à zéro. Donc je pense que M. Martin, à mon humble avis, il y a violation flagrante des droits de la défense dans tous les procès devant le tribunal criminel social, même dans la Cour suprême. Oui, on n'est pas je permettrai de clôturer sur ce point. Sur le troisième point, c'est que on dit la condamnation prévue par la loi, l'article 184, c'est la condamnation à vie. Mais lorsque vous bénéficiez des circonstances atténuantes, la peine doit être revue à la baisse. On regarde l'article 91 à 92 du code pénal. On n'a même pas fait cas. Est-ce que Yves Michel Fauchot est un délinquant primaire ou un récidiviste? Non. On n'a pas regardé. Est-ce que Yves Michel Fauchot a respecté l'article 18 de la loi portant en relation au fonctionnement du tribunal criminel spécial? Non. Il a reçu le code délit. Mais on a confirmé l'arrêt du tribunal criminel spécial en disant qu'il est condamné à vie. Maintenant, je pense, à ce niveau-là, il y a une violation flagrante de la défense. Mais peut-être mettre nos mots qui défend l'État ne doit pas prendre un point de vue parce qu'il est l'avocat de l'État. Nous sommes tous des avocats. Et nous savons ce qui se passe devant nos juridictions. Et qu'il faut qu'on applique la loi. Lorsqu'un accusé est délinquant primaire, il doit bénéficier de ce qu'on a atténuante. Et le juge doit respecter cela. Ce n'est pas. J'ai l'impression que vous n'avez pas suivi l'argumentation de. Justement, oui, je voudrais rectifier. L'arrêt de poursuite a été ordonné, c'est-à-dire dans une autre procédure, dans le cadre d'une autre procédure. Pour revenir sur la procédure opposant la CAMER à Yves Michel Fauchot, je voudrais préciser que dans le cadre de cette procédure, M. Fauchot s'est engagé également à procéder à la restitution du corps du délit. Il aurait restitué, je pense, 1,5 milliard, 2,5 milliards, et lorsqu'il saisit le procureur général près le tribunal criminel spécial, le procureur général a répondu à sa demande en précisant que le montant du détournement était de 51 millions, je ne sais plus exactement, milliards de francs CFA. Et on a demandé donc à M. Fauchot Yves Michel de compléter la restitution s'il fallait bénéficier de l'arrêt de poursuite dans le cadre de cette procédure. Et la loi est formelle, la restitution n'est pas partielle, la restitution doit être intégrale. Et cette restitution, le décret d'application de la loi de 2011, modifié par celle de 2012, précise les modalités de la restitution du délit. Et cette restitution du corps du délit, cette restitution précise que la restitution du corps du délit doit être faite par l'accusé lui-même ou son représentant légal. Cette condition était remplie. Et la restitution du corps du délit doit être intégrale. Elle peut même être faite en nature, c'est-à-dire si l'accusé a par exemple un bien immobilier, comme Yamba Noussiri l'a fait, l'ancien DG de Camtel. Si l'accusé a un bien immobilier dont la valeur est supérieure ou égale à celle du montant du détournement, cet accusé peut offrir de procéder à la restitution du corps du délit en se dessaisissant de son immeuble, quitte à l'État de lui restituer l'indu au cas où l'immeuble en question aurait une valeur supérieure à celle du montant du détournement. Pour revenir également sur ce que mon confrère Eyinda a qualifié de violation des droits de la défense, moi je m'inscris en faux. Nous avons toujours plaidé devant le tribunal criminel spécial. Je vais vous dire que les magistrats du tribunal criminel spécial sont vraiment respectueux et soucieux des droits de la défense. Ils n'ont jamais muselé un confrère
bien que moi je sois généralement du côté de l'État, j'ai des confrères qui ont toujours plaidé en faveur, pour la défense des intérêts des accusés. Aucun n'a jamais été muselé. Ils sont très professionnels. Il en est de même de la Cour suprême. Lorsque le confrère dit que les débats doivent reprendre à zéro, c'est pas ce que dit le texte. Le débat reprend, mais il faut savoir que devant la Cour suprême, on commence par le dépôt des mémoires. Et c'est lorsque le dossier est inscrit au rôle, nous venons dans nos conseils, venons défendre nos mémoires compte tenu des éléments que nous avons eu à développer dans ces mémoires, soit pour l'acquittement ou la réformation de l'arrêt rendu par la Cour, le tribunal criminel spécial, qui est considéré comme une juridiction rendant des arrêts, parce que les décisions rendues par le tribunal criminel spécial sont des arrêts, soit pour confirmer ces décisions. Donc, moi, je ne vois pas, je n'ai jamais vu où se situe la violation des droits de la défense. Voilà, on va arrêter là, on va commencer, c'est-à-dire entrer dans le plat de résistance en ce qui concerne ce qui nous amène ici aujourd'hui. Peut-être plus tard, on pourra parler, on pourra faire le procès du tribunal criminel spécial en ce qui concerne les droits de la défense qui sont respectés au nom de la Cour suprême, mais c'est pas pour ça. Je voulais tout simplement que chacun de vous donne son point de vue du droit sur ces grandes affaires qui ont connu leur dénouement ces derniers jours, parce que la prison à vie confirmée contre Yves-Michel Fotso vient d'être rendue par la Cour suprême. Le tribunal criminel spécial vient de condamner pour une troisième fois à vie Essimi Meigné, l'ancien ministre des Finances. Et c'est pour ça que je tenais à ce que chacun de nous s'exprime là-dessus. Martin, avec ta permission, juste un mot pour dire que ce qui fait problème ici, ce n'est pas les magistrats, on ne fait pas le procès du tribunal criminel spécial, mais ce sont les lois. La loi portant création de ce tribunal, qui peut même être anticonstitutionnel ou alors violer, n'est-ce pas, les accords que le Cameroun a ratifiés. C'est de cela qu'il est question. Nous avons un conseil constitutionnel. Peut-être qu'un jour, on va nous dire cette loi va contre la Constitution ou alors viole les conventions ratifiées par le Cameroun. Nous ne faisons pas le procès de ces magistrats qui fonctionnent dans le cadre de cette loi que nous décrions. C'est de ça qu'il est question, mon cher confrère. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Parlons maintenant des questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader dans le cadre du dossier Sénabré qui a été condamné à vie à Dakar. Cette querelle qui a duré, je crois, près de 2 ans, 3 ans, 4 ans entre la Belgique et le Sénégal. Et replaçons cette querelle dans son contexte historique et factuel. Et je pose la question à Maître Bernard Kéhou. Oui. La plainte déposée contre M. Sénabré au Sénégal et en Belgique. Oui, je vous remercie, Martin. Par les partis. Par les partis, oui. Alors, le procès Sénabré, à titre de rappel, M. Sénabré a été président de la République du Tchad de 1982 à 90 pour accéder, n'est-ce pas, au pouvoir. Je crois qu'il a renversé par coup d'État M. Ngoukouni Ouédé. Oui. Alors, pendant son... Il y a cédé par les arbres. Il y a cédé, oui. Donc, pendant ce qu'on peut appeler règne, il a commis un certain nombre d'exactions et avant d'être à son tour renversé par celui qui est là aujourd'hui. Qui était son conseiller militaire. Donc, alors, après avoir été renversé, les gens se sont constitués. Il y a comment dire, les victimes des exactions commises sous monsieur Hissène Habré se sont réunis sous la houlette, je crois, d'une avocate, d'une consoeur, qui se sont constitués partie civile. Parmi les victimes, il y en avait qui étaient, je crois, de nationalité belge. Mais là n'est pas le problème. Toujours est-il que les gens sont allés se plaindre en Belgique.
La Belgique a demandé, il faut le préciser, après la chute de M. Hissène Habré, il s'est réfugié au Sénégal. Après le Cameroun. Oui, il a fait quelques jours au Cameroun. Il a fait quelques jours au Cameroun. Toujours est-il qu'il s'est réfugié au Sénégal. Et il faut dire à titre de rappel qu'il a été condamné par un tribunal de N'Djamena à la perpétuité. Donc, il a été condamné par contumace par un tribunal de N'Djamena. Il se réfugie donc au Sénégal. À son tour, la Belgique demande au Sénégal de condamner M. Hissène Habré ou de l'extrader. Le Sénégal refuse de s'exécuter. Alors, la Belgique saisit la Cour internationale de justice parce que les deux États, la Belgique et le Sénégal, ont ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture. Donc, de ce fait, ils ont l'obligation de juger ou d'extrader. Alors, le Sénégal ne s'étant pas exécuté, je crois en 2012, il y a la Cour internationale de justice qui a rendu un arrêt condamnant le Sénégal à juger M. Hissène Habré ou à l'extrader. Je crois que c'est de cela qu'il est question. Mais a priori, le Sénégal ne voulait pas juger celui à qui il a offert l'asile. Mais le Sénégal a plutôt, quand le Sénégal a eu la demande d'extradition déposée par la Belgique, oui, il a plutôt envoyé le dossier d'Hissène Habré à l'Union africaine. Oui, oui. Justement, le problème qui s'est posé à l'époque, c'est que le Sénégal s'est retrouvé devant un embarras. Fallait-il juger Hissène Habré conformément à la justice et au droit sénégalais? Et c'est cela qui posait problème. Et à l'époque, les autorités sénégalaises ont eu la sagesse de saisir l'Union africaine qui a jugé utile de mettre sur pied une juridiction ad hoc spécialement pour juger M. Hissène Habré. Parce que pour les dirigeants africains, à travers l'Union africaine, il n'était pas normal d'extrader, de faire extrader Hissène Habré pour être jugé en Belgique. Bon, encore que la juridiction de Bruxelles est contestée par beaucoup d'États. Bon, et c'est pour cette raison donc que l'Union africaine ayant été saisie du dossier a créé une juridiction ad hoc qui devait juger M. Habré au Sénégal, et c'est ce qui a été fait. Et le reproche que cela a été accueilli favorablement par nous autres Africains, mais le reproche que nous faisons par la suite, que nous avons fait par la suite à l'Union africaine, c'est de n'avoir pas pérennisé cette juridiction. Au lieu de se contenter de mettre sur pied une juridiction ad hoc, il aurait fallu créer une juridiction permanente chargée de juger les Africains qui commettent ce genre d'exactions. On va y arriver. Y compris même les crimes de guerre. On va y arriver quand on va parler du jugement à proprement parler. Oui. Oui, Maître Yinda, cette querelle de procédure, d'extrader ou poursuivre Hissène Habré à Dakar, avait-elle sa raison d'être? Je ne pense pas. Sur le plan du droit. Sur le plan du droit, ça n'a pas raison d'être, puisque le Sénégal, c'est un pays indépendant. Lorsque Hissène Habré va s'exiler au Sénégal, il y a les lois sénégalaises. Mais si, comme le Sénégal était prudent à ne pas juger Hissène Habré, parce que Hissène Habré n'étant pas sénégalais, ils ont saisi l'Union africaine. L'Union africaine a mis en place une juridiction ad hoc pour juger Hissène Habré. Donc, cette querelle, mais je pense que les Occidentaux veulent mépriser l'Afrique. Il n'est pas question qu'on demande à un homme indépendant d'extraire son fils pour l'étranger, pour être jugé à l'étranger. Pourtant, on a les mêmes armes, les mêmes lois,
les mêmes structures pour pouvoir juger Sénabré. Donc cette querelle, pour moi, n'avait pas sa raison d'être. Il fallait laisser les Africains gérer cette affaire comme ils l'ont fait, même comme reproche que cette juridiction a disparu après le procès Sénabré. Oui, Maître Kéhou. Oui, je ne partage pas l'avis de mon confrère Jinda, pour la simple raison que, vous voyez, le monde aujourd'hui est devenu un petit village et de plus en plus il y a des criminels. Un village planétaire. Oui, un village planétaire, merci. De plus en plus, il y a des criminels au col blanc. Il y en a qui prennent la condamnation à 10 ans, la condamnation à vie pour avoir tué une personne. On note des centaines, voire des milliers de vies et on est acclamé. Donc ce n'est pas de cela qu'il est question, mais je dis, lorsqu'un pays prend celui de ratifier les instruments protecteurs des droits de l'homme, comme notre pays, comme le Nigeria, comme le Sénégal, ils ont l'obligation de s'exécuter. Et dans le cas d'espèce, la Belgique, il y a le principe de la compétence universelle. Les gens sont allés se plaindre en Belgique. La Belgique a demandé, soit vous le jugez, soit vous nous l'envoyez ici. Je vous le demande sur la base des plaintes qui ont été déposées chez moi. Si la Belgique ne s'était pas prononcée, on pourrait parler de déni de justice, chers confrères. Lorsque vous déposez une plainte chez un juge et qu'il s'assoit dessus, mais vous criez à l'injustice. Il y avait des victimes, il y avait près de 4000 victimes de M. Sénabré. Ce que nous pouvons déplorer simplement, c'est que, comme l'a dit mon confrère Nomo, c'est que cela ne serve pas d'exemple aux autres dirigeants. Aujourd'hui, je crois que l'actualité nous montre que même M. Yahya Jammeh fait l'objet de poursuites. On a vu le président du Soudan tomber il y a quelques mois, rentrer dans un fourgon cellulaire. Donc on devait, chaque procès a une portée didactique. Alors peut-on, sous prétexte d'avoir offert un droit d'asile, ne pas se dérober face à ses obligations? Je ne pense pas. Donc le Sénégal aurait commis un crime s'il avait refusé de juger M. Hissène Habré au lieu, ou alors de l'extrader. Pour faire simple, si vous ne voulez pas que ces instruments vous soient opposés, ne les ratifiez pas. Les États-Unis, par exemple, sont des hors-la-loi. Il y a la plupart de ces instruments internationaux qui n'ont pas ratifié. Alors, lorsque vous avez choisi, n'est-ce pas, de suivre un chemin, vous devez le suivre jusqu'au bout. Martin, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas juger Sénabré. Oui. Je veux dire, on ne s'est pas compris, chers confrères. Je dis que le débat sur les traditions de Sénabré n'était pas nécessaire dans le cas d'espèce. Étant donné que si la plainte a été déposée en Belgique, la Belgique demanderait tout simplement à l'État sénégalais de juger Sénabré, de trouver les voies et moyens pour le juger. C'est ce que je veux dire. Parce que dire que, comme la plainte est déposée chez nous, Sénabré pourrait être jugé, il a commis les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, et a ratifié la loi, la convention contre la torture, on pourrait les juger devant la Cour pénale internationale de justice. Donc, je dis, la Belgique devait tout simplement demander au l'État sénégalais de mettre en place une juridiction pour juger Hissène Habré pour les crimes de guerre commis au Tchad. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que ce qu'il a fait ne devait pas être jugé ou bien on ne devait pas le juger, non. Oui, maître, je voudrais... Avant de réagir, je vous pose cette question. Est-ce que le Sénégal avait véritablement besoin de procéder aux réformes législatives et constitutionnelles de son pays pour arriver à ce qu'on puisse juger sur son territoire l'ancien président tchadien Hissène Habré? Je voulais justement préciser que tantôt j'ai parlé d'un embarras. La situation était embarrassante parce que lorsqu'on se réfère au texte créant la Cour pénale internationale, le traité de Rome a prévu que les auteurs de crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité pouvaient être jugés soit par leurs États,
soit par la Cour pénale internationale. Il se posait donc un problème. Hissène Habré ne se retrouvait plus au Tchad. Si Hissène Habré, en ce moment précis, se serait encore retrouvé au Tchad, le Tchad aurait pu valablement enclencher sa compétence pour le juger pour crimes de guerre, torture et autres. Mais le problème qui se posait dans le cas d'espèce, c'est que le traité de Rome ayant prévu que seuls les États nationaux, les justices nationales, la justice nationale de chaque État avait compétence à juger tout auteur de crimes de guerre, de génocide et autres, et à défaut d'être jugé par l'État, la justice nationale, cette justice nationale avait également l'obligation, au cas où elle serait embarrassée, cette justice nationale, je dis bien, elle avait l'obligation de transférer l'accusé ou les accusés, de les déférer, c'est le terme approprié, de les déférer à la Cour pénale internationale. Et c'est ce qui faisait problème dans le cas d'espèce. Hissène Habré se retrouvant au Sénégal, lui, et encore que les faits en question, les exactions en question ont été commises au Tchad, le Sénégal ne pouvait pas valablement juger Hissène Habré conformément à sa justice nationale. Il y avait donc deux possibilités. Une possibilité de le déférer à la Cour pénale internationale ou le rapatrier au Tchad qui a compétence d'après le traité de Rome à connaître de ces crimes. Mais les autorités sénégalaises avec la sagesse de certains dirigeants africains, ont estimé que le renvoyer au Tchad, la justice tchadienne allait être un peu... elle n'allait pas être assez objective, parce que la répression pouvait être plus... On pouvait même l'exécuter. Bon, et on n'était pas garant du respect des droits de la défense. Et c'est pour cette raison que les autorités sénégalaises ont jugé utile de transférer le dossier, de transmettre le dossier à l'Union africaine, qui a donc jugé utile de mettre sur pied une juridiction ad hoc. Et cette juridiction ad hoc s'explique, et même sur le plan du droit international, parce que ce n'était pas la première fois qu'on voyait la création d'une telle juridiction. Ça s'est passé à Arusha après le génocide rwandais. Le tribunal pénal international d'Arusha qui a été mis sur pied spécialement pour juger les génocidaires. Ça s'est passé en Yougoslavie. Bon, donc, et auparavant, c'était Nuremberg. C'était Nuremberg et Tokyo, deux juridictions également ad hoc qui ont eu à connaître des affres, des procédures liées aux affres de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à mon avis, les États africains ont pris une décision de sagesse. Et pour me résumer, le Sénégal était embarrassé parce que n'avait pas compétence à juger Hissène Habré sur la base du droit sénégalais. Encore que le Sénégal posait un problème de moyens. Oui, le Sénégal, justement, le Sénégal posait un problème de moyens. Et dans l'accord qu'il a passé avec l'Union européenne, je crois que le Sénégal, pour ce procès, a eu l'équivalent en CFA de près de 18 milliards. Donc, ça c'est d'un. De deux, lorsque mon confrère dit que le Sénégal ne pouvait pas juger Hissène Habré pour des faits commis au Tchad, je dis non, il y a le principe de la compétence universelle. Nous sommes en matière de crime, n'est-ce pas? Nous sommes dans un domaine particulier, des crimes contre l'humanité, qui non seulement sont imprescriptibles, mais il y a la compétence
universelle. Si un Chinois pose un acte en Chine, il peut être jugé au Cameroun, il peut être jugé. Mais le problème que mon confrère pose, quelle loi va être appliquée en ce moment? Et vous oubliez que l'Union africaine... Il y a des Français qui ont posé, c'est pas faux, qui ont commis certains actes au Tchad. Tout à fait. Qui avaient été arrêtés. Et Sarkozy a décidé de les ramener pour les juger en France. C'est pas si... c'est le Hope Eye. Vous savez, ça dépend des infractions. Il y a les infractions de droit commun. Ici, nous sommes en plein dans le droit pénal international. Et je parle du principe de la compétence universelle. C'est différent d'un voleur de poule qui va en N'Djamena ou alors à Dakar et arrache un portable. Il est évident qu'on ne peut pas le juger à Yaoundé. Sauf s'il est arrêté à Yaoundé. Mais dans le cas d'espèce, on parle de quelqu'un qui a commis des crimes contre l'humanité. Donc le principe de la compétence universelle aurait voulu qu'il soit jugé partout où il se trouve. Et dans le cas d'espèce, l'Union africaine ayant la latitude, ayant ses juridictions, ayant la possibilité de créer une juridiction ad hoc, l'a fait. Donc ce n'est pas conformément aux lois sénégalaises que M. Hissène Habré a été jugé. Je reviens sur cette question est d'importance. Le confrère parle de la compétence universelle. Je veux bien. Mais moi, je parle de la compétence telle que définie par un traité, s'agissant des crimes de guerre, de génocide et des crimes contre l'humanité. Et lorsque ce problème se pose, la Cour pénale, ce traité est déjà en vigueur, parce que ce traité date de 1997 et c'est en 1997 que ce traité a été adopté. Et je ne le dirai jamais assez, le traité dit ceci: les auteurs de ces crimes énumérés peuvent être jugés par leurs États d'origine. À défaut, les autorités de ces États des États d'origine de ces criminels peuvent les déférer à la Cour pénale internationale et ont le devoir et même l'obligation de collaboration pour une bonne manifestation de la vérité. Le problème qui s'est posé ici, c'est par rapport à ce traité. Le traité a prévu deux compétences, une compétence nationale et la compétence du tribunal pénal international. Hissène Habré étant un national tchadien qui se retrouvait au Sénégal. Alors, est-ce que conformément aux prescriptions du traité, le Sénégal pouvait valablement connaître des crimes commis par Hissène Habré, tel que prévu par le traité de Rome? Pour répondre, mais je dis, pourquoi donc le Sénégal a été obligé de procéder aux réformes législatives et constitutionnelles? Très bien. Avant même d'y arriver, quel commentaire faites-vous de l'arrêt de la Cour internationale de justice qui condamne le Sénégal à juger Hissène Habré ou à l'extrader? Quel commentaire en faites-vous? Bon, l'arrêt international condamnant... qui intervient en 2012. Qui intervient en 2012. Oui. Bon, il y a lieu de savoir si cet arrêt est postérieur ou antérieur à la décision de l'Union africaine. Si cet arrêt est postérieur à la décision de l'Union africaine, cet arrêt... cet arrêt est intervenu avant. Bon. Avant que l'Union africaine ne décide de créer le tribunal ad hoc qui a jugé Hissène Habré à Dakar. Bon, cet arrêt, à mon avis, entre en violation du traité de Rome. Parce que le traité de Rome dit: les auteurs de ces infractions énumérées, génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité,
peuvent être jugés par leurs États d'origine ou par la Cour pénale internationale. Alors, le problème qui se posait était le suivant, je ne le dirai jamais assez, Hissène Habré est tchadien. Les exactions commises par lui ont eu lieu au Tchad. Et seul à s'en tenir à la règle de la loi, à la règle du traité de Rome, seul le Tchad, comme État dont était issu Hissène Habré, pouvait valablement le juger par rapport à ses crimes. Mais il a jugé par contumace. Le Tchad l'a jugé. Bon, et seul le Tchad et la Cour pénale internationale. Ce que la Cour pénale internationale aurait dû faire, c'est de demander, donc, réclamer la compétence, demander l'extradition de Hissène Habré auprès de cette Cour. Et c'est ce qui se passe. C'est pas la CPI, hein, c'est la CIJ. La CIJ. C'est la CIJ. La Cour internationale de justice. Bon, la Cour internationale de justice. C'était un problème de procédure. C'était un problème de procédure. Elle a violé le traité de Rome. Elle a violé le traité de Rome. Bon, parce que dès lors que le Sénégal et le Tchad étaient signataires de ce traité, c'est ce traité qui devait être appliqué. Bah, pourquoi, je vous ai posé la question, oui. Aucun de vous ne répond. Pourquoi oui, le Sénégal était obligé de procéder aux réformes législatives et constitutionnelles? Est-ce que c'était pour adapter ces institutions juridiques dans un contexte tel que il pouvait procéder au jugement de Hissène Habré sur son sol? Très bien. Ou c'était pour autre chose? La question tombe à point parce que, voyez, lorsque vous avez ratifié les instruments internationaux, vous avez l'obligation d'insérer cela dans les instruments nationaux, c'est-à-dire les lois que vous avez à votre disposition. Par exemple, le cas du Cameroun, le Cameroun a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture. Dans le code pénal camerounais, la torture, c'est une infraction. Je crois que l'ancien premier président de la Cour suprême, d'ailleurs, M. Djipanda Moelle, pour ne pas le citer, a sorti un livre sur la torture. Il était même membre, je ne sais pas s'il était membre, il était membre de la commission du Comité des Nations Unies contre la torture. Donc je ne sais donc pas si au moment où il fallait juger Hissène Habré, le Sénégal avait déjà intégré, n'est-ce pas, ces instruments dans sa législation. Donc c'est la première chose qu'il faudrait voir. Parce que avant d'aller saisir les instances internationales, il faut d'abord épuiser les voies de recours internes. Et chaque État a donc l'obligation de revoir sa législation par rapport aux instruments internationaux qu'il a ratifiés. Donc je pense que si le Sénégal ne l'avait pas encore fait, ce qui me surprendrait, il était donc temps pour lui de le faire. Ou alors faire une forme de mise à jour afin de pouvoir juger, n'est-ce pas, ce monsieur qui était Hissène Habré. Oui, dans tout cela, nous avons par exemple la Cour de justice de la CEDEAO, nous avons la Cour africaine des droits de l'homme. À quoi servent ces institutions supranationales? On ne devrait pas aller chercher loin une justice qui devait juger Hissène Habré. Medina. Bon, Martin, pourquoi ne pas juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité? C'est un problème international. Sur le plan africain, nous avons des institutions comme la CEDEAO, l'Union africaine, qui jugent, que peuvent mettre en place, oui, qu'on a déjà mis en place des juridictions pour juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Bon, on ne peut pas, ça tout dépend de la situation dans laquelle vit un pays. Si un chef d'État commet des exactions, tous ces États, pour la plupart, ont ratifié le traité de Rome, comme disait mon excellent confrère, maître Mobiala. Il faut respecter ce traité de Rome. Dès lors que vous avez ratifié un texte international, il faut le respecter. Là, ce texte dit que si vous commettez des actions au Cameroun, par exemple, vous devez être jugé au Cameroun ou bien jugé par la Cour pénale internationale.
Maintenant, nos institutions africaines, telles qu'à CEDEAO, l'Union africaine, sont là. S'ils sont saisis, peuvent être saisis par les nationaux, mais en réalité, on ne peut pas se prononcer si l'État lui-même ne l'a pas saisi. On ne peut pas s'auto-saisir. Non, parce que si se saisit, c'est en violation flagrante du traité de Rome. Donc, la CEDEAO et l'Union africaine sont là, mais ne peuvent pas valablement, sur le plan international, juger des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. C'est quand, c'est dans d'autres infractions, peut-être comme la violation des droits de l'homme, sans mise à part les crimes de guerre contre l'humanité, que ces institutions peuvent nous aider. C'est quand les voies de recours internes sont épuisées qu'on peut les saisir pour certaines infractions, mais pas pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Justement, je m'associe à ce développement parce que vous avez cité tout à l'heure la Cour africaine des droits de l'homme, par exemple. Oui, et la Cour de justice de la CEDEAO. Bon, la Cour il y en a également pour la CEMAP. La Cour africaine des droits de l'homme, il est bien vrai, lorsqu'on examine certaines infractions, il y a confusion, je dirais, entre l'infraction qui peut être qualifiée de crime, c'est-à-dire génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité et la violation des droits de l'homme. Bon, les droits de l'homme ont une appréhension moins lourde, ou moins dogmatique, moins dommageable par rapport aux crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité. Bon, ce qui fait donc que il y a toujours chevauchement entre cette pléthore d'institutions internationales, d'où très souvent le conflit de compétences. Et comme l'a dit le confrère Inda, il faudrait à un moment donné savoir donc apprécier l'opportunité de saisir telle juridiction par rapport à telle autre. Parce que lorsqu'on parle par exemple de violation du droit, violation liée à l'information, la presse, bon, on peut parler de violation des droits de l'homme. Mais quand il s'agit de torture, de crimes contre l'humanité, de génocide, là, je ne pense pas que la Cour africaine des droits de l'homme soit encore compétente à connaître des infractions d'une telle gravité. Bon, donc, c'est... Et en plus, nous ne le dirons jamais assez, il y a trop d'institutions, une pléthore d'institutions internationales, mais même de juridictions. Et c'est pour cela que, à un moment donné, on nous a parlé, il y a de cela 1 ou 2 ans, d'une condamnation prononcée par la Commission africaine des droits de l'homme contre l'État du Cameroun. Moi, je suis intervenu avec force au niveau des médias pour expliquer que cette commission ne constituait nullement une juridiction. Que les décisions rendues par cette commission ont quelle force coercitive? Bon, quand on parle de cour pénale internationale, on parle de cour de justice de ceci. Bon, c'est des juridictions. Au sens stricto sensu, c'est des juridictions. Et leurs décisions sont exécutoires d'une manière ou d'une autre. Mais il y a parfois des commissions qui sont conçues, établies pour émettre des avis, qui s'érigent en juridiction. Là, il y a problème. Oui, il y a une série d'émissions que Grandes Affaires Judiciaires par rapport à ces décisions rendues par la Commission africaine des droits de l'homme. Il n'y a pas que ça. Il y a la Commission onusienne
des droits de l'homme aussi, qui rend un certain nombre de décisions. Nous allons revenir là-dessus dans le cadre des émissions spéciales, parce que la Commission africaine des droits de l'homme a rendu une décision condamnant l'État du Cameroun par rapport à l'affaire Ngo Pierre Désiré, je crois que vous le savez, par rapport à Tanguy Bara. Peut-être parce qu'il n'y a pas, ces décisions ne sont pas contraignantes, que jusqu'à ce jour, que ce n'est pas appliqué. C'est pour ça que je dis que les commissions émettent des avis, des recommandations, et non ne rendent pas de décisions de justice. Oui, Maître Bernard Kéhou, j'observe que la témérité de la Belgique a payé jusqu'à 4 demandes d'extradition d'Hissène Habré vers la Belgique et qui ont au finish abouti à une décision, un arrêt rendu par la Cour internationale de justice, la CIJ, située à La Haye. Oui, avant que de répondre à votre question. Ça a contraint l'Union africaine à mettre en place un tribunal ad hoc. Oui, il faut déjà dire que la Belgique ne s'est pas auto-saisie du dossier Hissène Habré. Je vous ai dit que la Belgique a agi sur la base de la compétence universelle. Je vous comprends. Des gens ont saisi l'État belge pour se plaindre d'un certain nombre de faits imputables à M. Hissène Habré. Alors, la Belgique avait-elle la possibilité de le juger? Sur quelle base? Première question. Deuxième question, est-ce que la Belgique pouvait demander au Sénégal de juger M. Hissène Habré? Je voudrais bien que le traité de Rome soit exprimé ici, mais il y a une chose, la Belgique, je le dis, je ne le dirai jamais assez, en vertu de la compétence universelle, ça pouvait être la Belgique, ça pouvait être l'Italie, ça pouvait être la France, ça pouvait être n'importe quel pays. Ça pouvait être le Cameroun. Ça pouvait être le Cameroun. À ce moment, vous avez l'obligation de donner suite, n'est-ce pas, à la demande, à la requête qui vous est adressée. À ce moment, vous sous peine d'être accusé de délit de justice. Tout à fait. Alors, lorsque le Sénégal, qui a offert l'asile politique à M. Hissène Habré, parce qu'il faut le rappeler, il a été chassé du pouvoir en faveur d'un coup d'État. Donc, a priori, c'était une victime. Il fallait lui offrir l'asile. C'est par la suite qu'il y a une série de plaintes. Et la Belgique est donc saisie. La Belgique dit, constatant que le Sénégal a donc ratifié, n'est-ce pas, les instruments contre la torture, lui demande de lui envoyer M. Hissène Habré ou alors de juger M. Hissène Habré. Là, le Sénégal, par un instinct que mes confrères évoquent de l'autre côté, ne voulant pas le juger, disent non, on ne fait pas droit à votre demande. À ce moment, il saisit, la Belgique, elle, saisit la Cour internationale de justice, qui n'est pas à confondre avec la Cour pénale internationale. C'est la Cour internationale de justice qui est saisie et qui condamne donc le Sénégal à juger M. Hissène Habré ou à l'extrader. C'est de ça qu'il est question. Alors, maintenant, le Sénégal, pour ne pas être coincé, passe un accord avec l'Union européenne, l'Union africaine autant pour moi. Donc M. Hissène Habré n'est pas jugé par la justice sénégalaise, comme l'a si bien relevé. C'est un tribunal ad hoc. C'est un tribunal ad hoc. Donc il s'en tire. D'un côté, il était un peu entre deux feux, entre guillemets. D'un côté, il y a la condamnation de la Cour internationale de justice, et de l'autre côté, il y a le deal avec l'Union africaine qui lui donne quand même beaucoup de milliards, près de 18 milliards. C'est l'Union européenne ou l'Union africaine? L'Union africaine qui crée cette juridiction ad hoc, accompagnée de moyens pour pouvoir le juger, près de 18 milliards. J'aurais bien voulu faire partie des avocats qui ont défendu Habré. Oui, je m'en serais tiré avec une belle cagnotte. C'est de ça qu'il est question. Oui, je voulais préciser, comme l'a dit le confrère Kéhou, il n'y a pas de confusion possible entre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale de justice. Je vais plus loin. Je dirais que c'est à tort
que la Cour internationale de justice a été saisie. Parce qu'il s'agissait là d'une affaire pénale. Dès lors qu'il y a déjà une Cour pénale internationale de justice aux côtés de la Cour internationale de justice tout court, c'est la Cour pénale internationale de justice qui aurait dû être saisie. Et la Cour internationale de justice aurait dû déclarer son incompétence à connaître de ce dossier. Seulement, le Sénégal lui a demandé de se déclarer incompétent. Justement, elle devrait se déclarer, elle devrait se... Laissez-moi... Oui, rapidement, parce que le temps nous tient à la gorge, on est pratiquement à la fin. La Cour internationale de justice est une juridiction à vocation mondiale, internationale, qui est compétente à connaître des conflits qui ne relèvent pas du domaine pénal. Qui relèvent du domaine des conflits entre les États. Entre les États. Qui ne relèvent pas du domaine pénal. Dès lors qu'il y a déjà le traité de Rome a réglé le problème de la justice pénale à l'échelon mondial. C'est ce traité et c'est donc la Cour pénale internationale de justice qui aurait dû être saisie par la Belgique et non la Cour pénale et non la Cour de justice internationale. Mais Martin, moi je voulais dire que tout pour ne pas installer un petit proco là-dessus, je pense, pour moi, pour la bonne procédure, il aurait fallu que la Cour internationale de justice saisisse ça, la Cour pénale, pour juger, pour demander à l'État sénégalais prendre des mesures pour juger Hissène Habré. En tout cas, non. C'est un problème de procédure. Non. Un problème de procédure. Non. Et un problème de compétence. De compétence. Non. Oui, rapidement, 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes, juste pour dire ceci. Lorsque les deux États, lorsqu'un État a signé, a ratifié une convention et qui se refuse de l'appliquer, c'est pour cela que la Cour internationale de justice est saisie. C'est les États, n'est-ce pas, qui sont justiciables devant la Cour internationale de justice, alors que devant la CPI, c'est des individus. C'est les individus qui sont justiciables devant la CPI, alors que devant la CGI, la CIJ, c'est les États. Alors, le Sénégal ne voulant pas exécuter la convention qu'il a librement ratifiée, alors qui était compétent? C'est la CIJ, voilà. CIJ, pas la CPI. Il s'agit d'une affaire pénale. Mais non. Voilà, mais non. Nous arrivons au terme de cette émission. En tout cas, le Sénégal, l'Union africaine a créé un tribunal ad hoc qui a jugé Hissène Habré. Dans la prochaine émission, nous parlerons du jugement d'Hissène Habré à Dakar par le tribunal ou alors la cour spéciale qui a été créée pour le juger et qui finalement l'a condamné à vie en instance et en appel. Et en appel. Je vous dis au revoir et à bientôt sur le petit écran.